Et puis, on va pouvoir démarrer donc vers midi 2. Aujourd'hui, on discute des tendances RH 2024-2025. Il y en a beaucoup, ça bouge. Steve va essayer de vous faire un petit condensé, là, un petit cours 101 sur les nouveautés et puis on va pouvoir démarrer ensemble. Donc, je vous rappelle que si vous voulez voir et revoir le webinaire, vous pourrez le faire tout de suite après ce webinaire-là sur le compte YouTube de Technologia. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à me les poser dans la section Q&A qui est juste au bas de l'écran. Donc, idéalement pas la section chat, mais bien la section Q&A. Il va me faire plaisir là, de transmettre vos questions. Alors, on se lance. Midi 2. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Bienvenue au webinaire Cohésion par Technologie Information Qualitan. Quelques informations pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu. Depuis 1996, Technologia est l'un des principaux partenaires québécois en développement de compétences et de solutions sur mesure pour les entreprises avec plus de 300 formations dans divers domaines, dont les technologies de l'information, la gestion de projets, la transformation et les opérations, le leadership et la gestion de talent. Également, nos collègues chez Qualitan, qui est aussi un grand expert québécois en développement de compétences et de conception de formation e-learning, notamment en efficacité et habileté professionnelle et personnelle, en efficacité et habileté numérique, donc la bureautique, les outils Microsoft et Google, et l'amélioration des processus et de la productivité. Donc, pour plus d'informations, visitez le technologia.com ou encore le www.formation avec un S, trait d'union, qualitan.ca ou appelez-nous. On discute aujourd'hui des tendances RH 2024-2025 dans le paysage en perpétuelle évolution des ressources humaines. L'agilité et la prévoyance sont plus que jamais nécessaires pour rester en phase avec les changements rapides du monde du travail. Les RH ne sont pas seulement au carrefour de tous les départements d'une entreprise, elles en sont le cœur battant orchestrant harmonieusement les talents, la culture et les innovations technologiques. Face à cette complexité croissante, comment les professionnels RH peuvent-ils anticiper et se préparer pour l'avenir? On en discute aujourd'hui avec Steve Harrison. Après plus de 15 ans en gestion stratégique et légale des ressources humaines, Steve détient une expertise reconnue en restructuration organisationnelle et planification stratégique, en coaching de direction ainsi qu'en gestion de conflits et en accompagnement des entreprises lors de négociations de conventions collectives. Son expérience englobe le monde des PME syndiquées et non syndiquées, des OBNL et des organismes gouvernementaux. Très heureux de t'avoir avec nous à nouveau, Steve, cette année. Merci d'être là. On a beaucoup de sujets à aborder ensemble. Ouais. On se lance tout de suite avec les tendances là, Ouais. de cette année. Parfait. Ben, écoutez, bien, merci à tous d'être ici, de prendre votre midi et de m'écouter, en fait, là. Donc, ouais, on a beaucoup de sujets. Juste mise en garde. On va parler beaucoup de tendances 2024, 2025. Mais bien comprendre, votre vision très macro des choses. Bien comprendre aussi que chacun d'entre vous, vous avez votre propre contexte organisationnel. Donc, il y a probablement certains aspects qui vont plus vous toucher que d'autres. Donc, juste mise en garde. Et, je n'ai pas une boule de cristal. Dernièrement, j'ai beau m'informer sur moi-même, mais je peux pas prédire l'avenir. Mais on va discuter des grandes tendances. Il y a des choses quand même qui sont assez évidentes là, qui s'en viennent dans le monde des ressources humaines. Donc, ouais, donc ça me fait super plaisir de prendre ce midi avec vous et d'en discuter. Donc, comme je disais, Michael, là, je vois personne. Je vois juste Michael. J'imagine qu'il y a plein de monde qui sont là, quelque part. Fait que j'ai hâte d'entendre votre. Exactement. Ouais, Très c'est ça. Fait que, nombreux. On ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais si vous avez des par- questions, posez-les dans la section Q&A et je vais transmettre vos questions. parfait. Fait que les questions, les plaintes, les tomates, là, donnez ça à Michael, il va s'en occuper. All right. Exact. Fait que je vais vous share, on va commencer la présentation. Donc, est-ce que Michael soit bien? Ouais, Oui, ça fonctionne. parfait. Donc, tendance aux semaines 2024, 2025. Premier sujet que je vais discuter avec vous. Euh, L'année 2024-2025 va être marquée, probablement, vous le savez, par l'utilisation plus importante des technologies, dont l'intelligence artificielle générative. Euh, je dirais que le monde du travail est vraiment, vraiment en évolution présentement. Et je dirais que l'année 2024 et l'année 2025, on voit déjà, mais on va voir une accentuation vraiment de l'utilisation de l'intelligence artificielle
dans le monde du travail. Ce que je peux vous dire, c'est, j'ai parlé à beaucoup de gens, il y a des gens qui, je pense, qui veulent pas, il y en a qui veulent l'éviter, ce sujet-là, mais ça s'en vient, ça l'est déjà, et je pense que les organisations qui vont prendre les devants sur comment bien utiliser cette technologie-là et comment bien utiliser l'intelligence artificielle, vont être au devant des choses. Donc, je dirais que c'est vraiment, vraiment la tendance. On s'enligne vraiment vers l'automatisation de beaucoup de compétences, de tâches. Et on ne peut pas se cacher derrière sans rien. Et je dirais vraiment que ça va s'accentuer dans les prochaines années. C'est déjà en place. Je suis convaincu qu'il y a déjà des gens qui utilisent le chat GPT. Il y en a qui me disent non, je ne vous crois pas. Euh, on est là. Mais après ça, c'est quoi le cadre? Comment on travaille avec cet outil-là, avec ces nouveaux outils? C'est là que les organisations et vraiment les gens en ressources humaines doivent prendre les devants et bien comprendre c'est quoi la ligne éthique entre le travail de l'humain et la gouvernance, comment faire fonctionner ça. Et je dirais que euh, ça va être un débat et les entreprises doivent avoir leur propre réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau du travail. Et cette semaine, je pense que vous avez vu passer une nouvelle loi européenne sur l'intelligence artificielle qui a passé. Souvent, en Europe, sont très précurseurs de beaucoup de lois. Et là, en Europe, ça l'a passé vraiment. Donc, chaque type d'organisation sont présentement, ils vont être catégorisés sur le niveau des risques. Et ça va s'en venir au Canada, au Québec. Ça, c'est clair. Présentement, Steve, c'est encore. je Oui, m'excuse, il y a quelques personnes qui nous disent que le son est faible ou pas optimal. OK. Ben, Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un son peut-être plus ambiant? attends une minute. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Je peux rapprocher mon ordinateur? Vous me direz là, si jamais Ouais. on va essayer de faire au mieux. On va essayer de faire le mieux, ouais, ouais. Dites-moi aller, là, sinon je parlerai en anglais. Mais non, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est au niveau de votre organisation, c'est un moment clé de revoir un peu, de voir c'est quoi votre planification stratégique par rapport en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis, comme je mentionnais, en Europe, il y a des lois qui sont rentrées cette semaine, qui ont été validées, et que toutes les organisations vont avoir une gestion, ils vont être catégorisés selon les risques, et ça inclut aussi les compagnies canadiennes qui font affaire avec l'Europe. Donc, c'est super important pour les organisations, souvent les gens au niveau des ressources humaines, de prendre en compte et de commencer à avoir une réflexion sur qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle par rapport à certaines tâches au niveau du travail, par rapport à peut-être certaines restructurations qu'il faut faire au niveau de certaines compétences avec les gens. Donc, ce qui va arriver, c'est que l'intelligence artificielle va devenir un partenaire d'affaires assez évident. Si ce ne l'est déjà pas, ça va l'être dans plusieurs sphères de l'organisation. Donc, c'est important de mettre en place des procédures, des politiques claires sur la façon d'utiliser, mais aussi euh, sur la propriété intellectuelle aussi. Donc, il y a beaucoup de sphères que je vous conseille fortement parce que ça va vitesse grand V. L'intelligence artificielle, c'est vraiment là. Il y a Microsoft 365, vous allez avoir le Copilot, il y a ChatGPT, Apple s'en vient cet automne. Il y a plein d'outils là, qui vont faire que les gens vont travailler avec quasiment un assistant AI qu'on appelle. Mais comment qu'on a encore ça? Je pense que les organisations doivent vraiment se pencher là-dessus. Il y a des études qui sortent qu'il y a vraiment 40% des emplois qui seront, 3 ans, être influencés par l'intelligence artificielle. Je n'ai pas dit remplacés, Hmm. mais vraiment influencés. Et dans ce cadre-là, c'est vraiment là qui est super important de voir avec vos employés quelles tâches que vous pensez peut-être que l'intelligence artificielle va travailler, mais comment redéfinir peut-être certains postes de travail, comment valoriser certains postes de travail. Donc, il y a des gens qui ont besoin de formation. Ça devrait avoir une priorité et ça va rentrer dans un plan de carrière. Donc, je dirais que c'est important de faire vraiment un audit de vos organisations en lien avec l'intelligence artificielle. Parce que le fait de rien faire dans les 2 prochaines années, 3 prochaines années, je dirais que vous allez mettre à risque et aussi les gens vont avoir une perception peut-être que, OK, ben là, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle, est-ce qu'ils vont prendre mon travail ou pas? Ça s'en vient. Fait que comment ne pas démoniser l'intelligence artificielle, mais comment l'amener à ce que ce soit un partenaire d'affaires avec vous, avec vos employés? Mhm. Donc, présentement, la stratégie, puis il y en a qui comme ah non, c'est pas pour moi, ça va rien. Non, non, ça va venir. Posez-vous pas la question, là. Ça s'en vient, ça l'est déjà. Donc, je pense que c'est encore le moment présentement de vraiment revoir certains postes, certains plans de formation, plans de carrière avec vos employés
puis revoir un peu la façon que vous allez travailler avec l'intelligence artificielle. Hmm. Fait que On a ça, une question d'ailleurs, Steve, à ce ouais, sujet-là. allez-y, Ben, allez-y. d'ailleurs, merci aux contributions. On nous dit que c'est peut-être tes oreillettes qui sont qui font un son un peu plus Ah ouais? Hey, euh, j'ai des Apple Air Pro en plus. Fait que lui, écoute, c'est supposé fonctionner euh, bien, ça, ouais. question pour toi, Steve. Est-ce que l'IA Ben, va faire tout le travail pour tout le monde? Plus besoin de faire des CV, l'IA va analyser les profils LinkedIn et identifier les bons profils sans même que les personnes aient à postuler. On en est où exactement du rôle de l'IA ouais. dans cette chasse de tête? Ben, écoute, ça se fait déjà. Il y a déjà des organisations qui font, on appelle ça, excusez-moi, l'anglicisme du screening au niveau des CV. Je dirais que peut-être, pour faire attention, c'est de pas dire, OK, ben, l'IA va tout faire pour moi et je prends pas le temps d'analyser les résultats de ce que l'IA me donne. Je dirais qu'il va y avoir beaucoup plus d'analyse, beaucoup plus euh, de stratégie derrière ça, mais c'est sûr que puis je vais revenir plus tard parce qu'il y a certaines tâches, mettons, au niveau des ressources humaines, que oui, il va y avoir un peu plus d'automatisation. C'est sûr que les tâches un peu plus administratives, à un certain moment, ils vont peut-être ch- changer vers l'intelligence artificielle sur un certain point. Si on le voit Mhm, déjà, s'il y en a que vous avez des systèmes de ressources humaines implantés dans votre organisation, c'est déjà pas loin d'être intelligent. Là. C'est toutes les mêmes, il y a du onboarding qui se fait déjà automatiquement et la personne de ressources humaines s'assure que les suivis sont là, s'assure vraiment que ça a du sens. Mais je dirais que ça dépend comment vous allez construire, mais c'est clair que l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau du recrutement, ça se fait déjà, mais je vais toujours conseiller de garder un œil là-dessus. Euh, Parce que ça dépend comment que mhm, l'algorithme est fait en arrière. Et des fois, vous savez, puis ils peuvent rejeter un candidat que finalement, peut-être que vous-même, vous n'avez jamais rejeté pour plein de raisons. mhm, Donc, je pense que le but, c'est d'avoir un partenaire décisionnel au niveau de la prise de décision. Donc, vous avez un outil qui va vous aider au niveau de votre prise de décision et aussi de faciliter votre travail. Plus dans mhm. ce sens-là que je le vois. Ouais. Est-ce Ça qu'on peut répondre a, à est-ce la qu'on question. aurait un exemple concret de la manière dont, par exemple, ChatGPT euh, peut aider des professionnels RH? Ben, peut-être pas de ChatGPT, mettons, ben, peu importe l'outil, vous savez, là, vous pouvez écrire ChatGPT puis demander, écrivez-moi une politique. Mhm, Vous savez, là, puis je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont déjà fait, juste pour le tester. Ça faut faire attention là-dessus parce qu'au niveau de l'éthique et de la gouvernance aussi. Mais ça, c'est des exemples que vous pouvez prendre des exemples de créez-moi une politique de dépense, créez-moi X, Y, Z. mhm, ChatGPT va vous en écrire une, mais ça va être très blanc, beige. Mais ça s'en va tranquillement vers quelque chose de plus précis par rapport à votre industrie, votre organisation. Donc, il y a beaucoup de, je dirais, euh, des modèles. En anglais, on appelle ça des templates, des modèles, des choses comme ça que ça peut se faire assez rapidement. Je vais vous donner un exemple. La PowerPoint que vous voyez là, tu sais, Microsoft, j'écris des choses en Word, je transforme ça en PowerPoint. J'ai pas fait le PowerPoint. C'est mhm, l'intelligence artificielle présentement que vous voyez qui a fait le PowerPoint. Il y a plein d'outils, de choses qui peut aider dans ce sens-là. mhm, Euh, fait tout ce qui est là, tout ce qui est même créer des processus d'affaires, des modèles, des contrats, des choses comme ça peut se faire, mais je vais toujours dire, ça prend un humain qui va valider, qui va vérifier tout ce qui est fait et de ne pas prendre un papier collé de ce que le chat GPT ou peu importe les autres outils font, parce mhm, que vous mettez votre organisation à risque. Parce que si vous ne vérifiez pas, euh, je dirais que c'est votre obligation, votre éthique professionnelle, vous avez votre obligation de vérifier tout ce qui est fait par l'intelligence artificielle. Euh, dans ce sens-là. Passer à l'autre slide. Donc, vraiment, ce que je discutais tantôt, le développement des compétences en lien avec l'intelligence artificielle, super important. Euh, Comment arriver à former les gens, sachant que ça s'en vient, que c'est déjà là? Euh, comment, comment amener vos employés à créer de nouvelles compétences ou modifier des compétences ou arrimer les compétences avec l'intelligence artificielle qui va être utilisée? Je dirais vraiment que ça va être l'accent sur le développement des compétences, la formation pour s'adapter à cet environnement de travail-là. Je dirais que c'est un peu la course que vous allez avoir, c'est revoir un peu vraiment vos postes de travail, puis vous dire, bon,
c'est quoi le niveau de risque par rapport à l'intelligence artificielle? À quel poste qu'on pourrait peut-être moduler ou modifier certaines compétences ou certaines descriptions? Puis je pense que vous devez faire l'exercice avant d'arriver à un point que si vous ne le faites pas, puis là, dans 2 ans ou 1 an, vous réalisez qu'une tâche, finalement, ben là, c'est automatisé à 100%, Mhm. mais vous avez un bon employé, mais vous n'avez rien fait pour accompagner cet employé-là, pour peut-être modifier certaines tâches ou l'amener à un autre niveau. Je dirais que votre gap, là, il est là présentement. Puis je pense que l'occasion est là de faire vraiment une remise à niveau des postes et aussi des risques inhérents avec l'intelligence artificielle. Puis sur ça, je dis, c'est pas de faire peur aux gens, c'est vraiment comment les faire travailler avec l'intelligence artificielle parce que ça va devenir imbriqué dans le travail des gens. Donc, je dirais que c'est super important de vraiment de mettre l'accent sur le développement des compétences en lien avec l'intelligence artificielle. Fait que ça, je dirais que c'est une tendance quand même assez importante que je vois dans les prochaines années. Dans la prochaine année, 2024, 2025, vous allez avoir beaucoup de formations dans ce sens-là. Mhm. Tableau qui explique un peu comment que le marché de l'intelligence artificielle, vous voyez, 2023, 2024, ça va être exponentiel. Au niveau des services ici, là, vous voyez, là, écoute, écoute, ça part pas, là. Fait que s'il y a des gens, comme je dis, qui se cachent la tête dans le sang puis disent, ah non, non, mais moi, non, 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 c'est là, là. Fait que vous avez la chance, je pense que c'est une année importante, 2024, 2025, de dire, OK, en anglais, it's real, c'est là que ça se passe. OK, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'organisation? C'est quoi l'encadrement qu'on va en faire? Comment on va travailler les outils? C'est quoi la formation avec nos employés? Comment on s'organise? C'est le moment de le faire. Mhm. Euh, Ce serait quoi la première étape d'une réflexion comme celle-là? C'est de revoir les fiches de poste. Euh, par quoi on commence? moi, je dirais, c'est vraiment, ça part par en haut, vraiment une stratégie globale sur comment que l'organisation, premièrement, voit l'utilisation de l'intelligence artificielle. Faut qu'il y ait un message commun, cohérent au niveau de l'organisation, parce que on ne veut pas s'assurer que chaque département décide un peu comment ça fonctionne. Fait que, au Mhm. niveau, on part d'en haut, après, il y a un cadre légal, une gouvernance. Puis après ça, quand l'organisation est à l'aise avec une politique, une façon de travailler qu'il y a, puis après ça, on s'en va plus vers les postes et tout ça, vers les gens là, dans ce sens-là. Mais il faut s'assurer qu'il y a une cohérence au niveau de la direction, au niveau de l'organisation, qui comprennent où ce que ça s'en va et que vous avez votre appui. Parce que si vous décidez de faire des changements sans parler à la haute direction, comme vous le savez, des fois, ça peut être difficile. Donc, c'est important d'avoir le input d'en haut, comme on dit, et Mhm. s'assurer qu'après ça, ben là, c'est là que les transformations, que les changements sont beaucoup plus faciles. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, la stratégie. On part d'en haut, après ça, on scroll down, puis on s'en va vers en bas, vers certains postes. Faites pas le contraire. Arrivez pas 3 mois, 6 mois après, ah, regardez, j'ai fait un beau travail, puis là, finalement, en haut, ben écoute, je t'ai jamais demandé ça. C'est pas la vision d'entreprise, on va pas là. Donc, c'est important d'avoir la Mhm. buy-in de vos influenceurs dans vos organisations. Fait que ça, c'était un peu l'IA. Je dirais que c'est un gros morceau, là, vraiment. Là, je dirais, mon message à vous, c'est vous devez vous en tenir compte. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voyez, ce que vous y croyez, est-ce que vous avez des choses en place, ça existe, c'est là, ça va s'accélérer. Mhm. Après ça, faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est la réalité. Mais je dirais que plus vite que vous prenez les devants en faisant ça, plus vite que votre organisation va être agile, va s'ajuster, ça va vous aider. Autre tendance, là, on change complètement de monde. Après ça, on s'en va. Je discute un peu du modèle de travail hybride télétravail. Ça a été une année assez intéressante au niveau. On a eu beaucoup de pression vers le retour au bureau pour Mhm. beaucoup, un modèle hybride. Je dirais que l'année présentement, il y a comme un perfect storm, une tempête parfaite avec l'économie qui a ralenti un peu, qui est un peu stagnante, fait que les organisations ils veulent revoir les gens au bureau. Je pense que 2024, 2025, on va arriver à vraiment un point d'équilibre. Ça va être quoi? Je vois que c'est plus le modèle hybride. Le télétravail à 100%, ça devient... Encore là, c'est contextuel. Puis, comme je l'ai dit au début, c'est contextuel. Mais je dirais que on voit beaucoup, c'est un retour progressif au bureau avec un modèle hybride, 2 jours, 3 jours, peu importe. Mhm. Mais je pense Mais que est-ce que c'est devenu, justement, Steve, une forme ouais. de norme, dans le sens, est-ce que c'est ce que les candidats et candidates cherchent, souhaitent aujourd'hui? Est-ce que c'est plus négociable? Comment tu le vis, toi, de ton côté? Euh,
ça dépend, chaque industrie est différente. Tu sais, si vous devez avoir, votre clientèle, c'est du face-to-face, vous avez des gens qui viennent au bureau, vous rencontrer. C'est vrai que c'est encore là, c'est important que les gens soient présents au bureau. Mais s'il y a certaines tâches qui permettent l'hybridation, euh, ça va de soi. Je dirais présentement, les candidats, moi je travaille présentement à travers le Canada. Euh, ça le demande plus au Québec qu'ailleurs, disons. Mhm. Au Québec, j'ai beaucoup plus de demandes de travail hybride. Mais encore là, ça dépend vraiment du secteur et du milieu. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un retour un peu plus progressif au bureau. Mais je pense que ça va atteindre un point d'équilibre à un certain moment. Parce que vous devez comprendre que là, on est dans une année un peu unique, dans le sens que au niveau de la main-d'œuvre, le chômage a monté un peu. Au Québec, il est encore plus bas qu'ailleurs, mais il a quand même monté un peu. Donc, on dirait que, bon, il y a peut-être les organisations ont tiré un peu plus vers le retour, dans le sens que le chômage a monté un peu. Fait que le bout du bâton a peut-être changé un petit peu. Je pense que c'est une petite pause qu'on a présentement. Mhm. Euh, mais inquiétez-vous pas, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas finie, là. Inquiétez-vous pas. Mais inquiétez-vous, là. Ça va repartir bientôt, là. Ça, c'est un autre sujet. Fait que ce que je vois, c'est vraiment un équilibre. Mais après ça, tu sais, le défi, c'est vraiment comment créer une culture dans un monde hybride. Je dirais que c'est pas mal ça, le défi des organisations, le sentiment d'appartenance. Euh, je dirais qu'au niveau des ressources humaines, vous avez un monde hybride dans vous, vous acceptez la façon de travailler, comment travailler le sentiment d'appartenance, la culture. Ça, je dirais que c'est pas mal le plus gros défi là, présentement au niveau des organisations. C'est d'accepter le monde hybride, mais après ça, que les gens trouvent un sens à leur travail ou un sens avec l'organisation. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises mettent beaucoup l'accent sur un environnement de travail très attirant pour que les gens viennent au bureau parce que c'est plaisant, l'environnement est le fun, il y a plein de choses pour que les gens reviennent. Il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres qui aiment moins ça. Je dirais que c'est un peu un combat qui se fait, mais je sens qu'il y a un point d'équilibre qui va s'atteindre probablement fin de l'année ou l'année prochaine, quand l'économie va repartir sur un certain point. Encore là, je suis pas économiste, mais ce qu'on voit arriver à l'horizon, là. Mais présentement, ça tire des deux côtés. Là, je le vois, là, ça grinche un peu des deux côtés. Le point d'équilibre, ça va être quoi? 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail. On va Ouais, garder cette espèce de formule hybride. ouais, je pense qu'il va y avoir quelque chose, un, deux, trois, encore là, ou une certaine flexibilité. Puis ça va rentrer. C'est une demande des nouvelles générations, beaucoup, là, qui ils demandent plus. Je dirais que, tu sais, je ne veux pas catégoriser, mais il y a certaines générations qui demandent un peu plus de flexibilité que d'autres qui veulent être au bureau. C'est Mhm. pour eux, c'est important et tout ça. Donc, mais je vois que ce qu'on voit un peu la génération qui s'en vient, qui commence, là, c'est super important d'avoir cette flexibilité-là. Tu sais, la notion d'horaire n'existe pour eux, c'est comme ça n'existe plus ou moins. C'est plus la notion de livrable qu'une notion d'horaire. Fait que ça fait un peu quand Mhm. même des clashs au niveau de la façon de voir l'organisation et le travail. Mais je m'attends à un point d'équilibre peut-être à deux, mettons, deux, trois. Là. Dépendamment encore là du domaine, parce que faut pas oublier qu'il y a des domaines qui peuvent juste pas. Si on parle des services et tout ça, ben, dans les entreprises manufacturières, des gens qui travaillent dans des entrepôts, c'est impossible. Là, fait qu'après ça, c'est l'équité interne, comment on fonctionne là-dessus. C'est toujours ça le ballon aussi qui est quand même Mhm. pas évident pour les gens en ressources humaines de bien gérer ça. Ça va vite. Bon, l'autre point. Bon, j'ai travaillé fort sur mon PowerPoint, là, vous avez vu, là. Donc, il y a des commentaires à la fin de tout moller. Santé mentale et bien-être, c'est toujours d'actualité, ça l'était en 2023. Mais je vais emmener une petite nuance. Il y a une couple d'études que j'ai vues qui font changer un peu les priorités au niveau de la santé mentale et le bien-être. Souvent, les organisations, ce qu'on fait et qui font encore, puis ce qui est bien, c'est OK, ben, ce qu'on va faire, on va mettre un PAE en place, on va augmenter les bénéfices, on va mettre des choses en place, puis les gens, s'ils en ont besoin, ils vont y prendre. Fait qu'après ça, les organisations ils disent, ben là, j'ai fait ma part pour la santé mentale et le bien-être des employés. Mhm. Mais déjà, il y a beaucoup de choses. Puis même une étude, j'ai lu dans le champ des affaires dernièrement, que même une étude à Oxford, à Londres, puis qui ça disait que ces bénéfices-là, ça valait pas autant que d'autres types de bénéfices, qui même pas des bénéfices, c'est plus la modification au niveau de mettre l'accent plus sur l'environnement de travail, tout ce qui est, tu sais, voir un peu qu'est-ce qui est anxiogène au niveau du lieu de travail.
Mhm. et même de revoir peut-être les descriptions de postes, les postes de certaines personnes. Fait que les éléments stresseurs qui pouvaient aider, puis c'est une étude qui est sortie, c'était pas les bénéfices, puis c'était pas les PAE, puis c'était pas les. C'était vraiment plus au niveau axé sur le travail, le milieu de travail, la, la distribution des tâches, des choses comme ça. Les organisations ne passent pas beaucoup de temps là-dessus. Je dirais que c'est quand même assez pertinent. C'est une étude vraiment qui a comme 5000, pas combien d'employés, d'employeurs, une grosse étude. C'est quand même particulier de voir, puis c'est intéressant que même si on met des choses en place, qu'on pense que ça va régler beaucoup de situations, mais la réalité, c'est plus, peut-être de regarder un peu plus le nombril, comme on dit, de regarder les tâches, l'environnement de travail, d'autres éléments pour améliorer la santé mentale et le bien-être des gens. Encore là, je sens que c'est peut-être quelque chose qui va s'enligner là-dessus. Euh, donc, ce n'est pas seulement une question de programme, en études anglaises que je vous ai mentionné. Ici, en Ontario, ils ont une loi l'année passée sur la déconnexion passée. Donc, les entreprises en Ontario doivent avoir une politique sur la déconnexion. Dans l'Ontario, peut-être les gens croient pas, des fois ne croient pas quand je dis ça, mais sont un peu à l'avant-garde sur certaines politiques au niveau pour les employés, les droits du travail, que ce soit dans les contrats de travail ou que ce soit dans les politiques de déconnexion. Fait que probablement, peut-être que le Québec, ça va s'en venir un jour. Il n'y a pas présentement rien là-dessus, mais c'est un exemple qu'en Ontario, ils ont mis une politique. Toutes les entreprises ont une politique de déconnexion là-dessus. Fait que c'est des choses qu'ils mettent en place euh, Ça là-dessus. Fait existe en Europe aussi, si je ne me trompe que, ouais, pas. ouais, absolument. Est-ce que Ouais. ça risque d'arriver chez nous aussi? Est-ce qu'il y a des discussions actuellement au Québec sur la déconnexion? Ouais, il y en a toujours, il y en a toujours, mais en termes de discussion, des fois, il n'y a juste pas de fin, puis ça prend du temps. Puis je dirais qu'ils sont beaucoup plus progressifs en Ontario. Vraiment, sur cette loi-là a passé, puis c'est juste un autre exemple dans les contrats de travail. Euh, Dans les contrats, on peut mettre des non-compete, des choses comme ça, non-compétition. En Ontario, c'est rendu interdit depuis 2 ans. Il y a plein de choses qu'ils mettent pour les employés. Fait que souvent, ce qui arrive en Europe, là, c'est l'Ontario qui prend les devants. Probablement qu'au Québec, ça va arriver éventuellement là, dans ce sens-là, mais c'est toujours un peu plus long au Québec pour plein de raisons que on a juste une demi-heure pour en discuter. Donc, on en Mhm. parler à un autre moment. Euh, donc, beaucoup de changements. Ce qui arrive aussi, les employés sont beaucoup de fatigue au niveau des employés. Puis, il y avait une étude Gartner, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une grosse firme au niveau des ressources humaines qui crée énormément. Il y a tellement de changements avec l'IA qui arrive, avec le monde hybride et tout ça, que les gens sont fatigués. Puis, il parlait beaucoup même de l'épuisement de vos managers, de vos superviseurs, qui ont tellement de changements à gérer qu'il y a une fatigue et le fait que la moitié des changements aboutissent pas. Il n'y a rien qui aboutit parce qu'on demande beaucoup, beaucoup de choses présentement. Donc, la santé mentale et le bien-être, c'est vraiment quelque chose de encore très important à prendre en ligne de compte. Euh, je ne dis pas d'enlever les PAE et les coachings et les massages, ou je ne sais pas quoi, ce que vous donnez, mais je pense que j'étais quand même curieux de l'étude anglaise qui disait qu'écoute, peut-être aller à la source sur prendre une étude, c'est quoi qui est anxiogène présentement dans votre quotidien, dans votre milieu de travail, c'est quoi les tâches, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rechanger? Et c'est là que peut-être les gens peuvent être un peu mieux dans leur, dans leur tête aussi au niveau du travail. Fait que ça, je vois que c'est peut-être une tendance qui s'en vient, de avoir peut-être un angle différent de la santé mentale et le bien-être. Encore là, je dis, c'est pas d'enlever vos programmes, au contraire, ils sont super importants, mais peut-être de revoir un angle différent, prendre un peu plus de temps d'analyser votre environnement de travail. Mhm. Et la fatigue et tout ça dû au Ouais. changement, est-ce que ça a toujours existé ou il est arrivé quelque chose qui a fait en sorte que, est-ce que ça a été la pandémie? Est-ce que c'est justement le travail à distance? Qu'est-ce qui a causé là, cette espèce d'accélération? Je dirais que ça, bon, d'après moi, ça, puis encore là, je n'étais pas là dans les années 80, là, mais j'imagine encore là, je pense que ça a toujours existé. On vit dans un environnement encore là très au niveau de la productivité, c'est des chiffres, c'est les résultats. Donc, il y a quand même beaucoup de pression là, à travers les organisations. C'est quoi la discussion en fin de mois, en fin d'année? C'est les résultats. Donc, comment on va chercher les résultats? Ben, c'est pousser d'avoir un point de s'assurer que nos employés sont maximisés le plus possible. Fait que, tu sais, une pénurie de main-d'œuvre, fait qu'il y a des gens qui font deux travails en même temps. Tu sais, Mhm. la pénurie de main-d'œuvre, ça n'aide pas non plus, là, tu sais, jusqu'à un certain point. Tu sais, des organisations qui a quelqu'un qui fait le travail pour deux. Euh, il y a un roulement de personnel, les superviseurs sont toujours en formation, en train d'entraîner les gens constamment.
Ça va ça devient une fatigue mentale. Puis encore là, chacun son contexte, mais il y en a, c'est leur réalité, là, sont quasiment toujours en train de se former des nouveaux, puis en même temps, il y a un nouveau système qui rentre en place, là, s'assurer qu'on prend du temps pour le système. Maintenant, on peut pas travailler sur du livrable, puis je dirais que ça va Mhm. vite. Puis avec l'IA qui arrive et tout ça, ça va s'accentuer. Fait qu'il faut vraiment, par contre, l'IA peut aider sur certaines tâches peut-être qui sont fatigantes. C'est là qu'il faut peut-être revoir un peu, comme j'ai dit au début, avoir une réflexion, puis revoir qu'est-ce qui est profitable au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de l'individu avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais euh, ça va rester que les valeurs ont changé aussi. Là. Tu sais, les gens travaillent pour travailler, mais est-ce que toutes les personnes aujourd'hui, ils se définissent par leur travail? Pas, pas certain. Il y a des Mhm. générations peut-être plus différentes que d'autres, mais je dirais que tu sais, il y a quand même une réflexion à savoir c'est quoi le travail en tant que tel, la finalité, le but, tout ça, puis d'être bien là-dedans. Mais bon. Euh, On a une ensuite, petite question aussi, ouais, si tu me permets, sur la politique de déconnexion. On ouais. dit que beaucoup d'employés ont des données confidentielles sur leur téléphone cellulaire personnel, par exemple des courriels, Teams, etc. Est-ce que la Ouais. loi 25 interdit ça ou pourrait éventuellement l'interdire? Ben ça, normalement, donc, les informations confidentielles de l'entreprise sur leur téléphone cellulaire. OK. Est-ce que le téléphone cellulaire est payé par l'organisation? Ce qu'il faut, nous, c'est vraiment le téléphone cellulaire. J'imagine parce que la boîte de courriel est comme branchée Hmm. sur Ouais, tout est le- connecté. tout est connecté. Normalement, tout ce qui est confidentiel, au niveau de la loi 25, je ne sais pas si la personne qui pose la question, là, peut demander à un expert là-dessus, On nous dit mais cellulaire personnel, donc pas payé par l'organisation. OK. Ben, c'est sûr que je vous dirais de faire signer, au niveau de la loi 25, vous devez faire signer il y a des certains documents à faire signer au niveau de la confidentialité de l'information. Euh, je dirais qu'il va toujours avoir des risques, là, c'est sûr. Mais c'est quoi juste répétez un peu la question. Au début, c'est quoi la En première fait, question, ça? attendez-moi un petit instant, là, je vais la retrouver. Alors, beaucoup d'employés ont des données confidentielles sur leur Ouais, téléphone cellulaire personnel, comme des courriels, ouais, interactions Teams, etc. Est-ce que la loi 25 interdit ça ou pourrait éventuellement l'interdire? OK. Ben, présentement, elle ne l'interdit pas, mais c'est plus au niveau de la gouvernance, au niveau de. Je pense pas que la loi 25 va l'interdire. Encore là, je ne suis pas un spécialiste de la loi 25, juste faire attention, là, mais votre devoir en tant qu'organisation, c'est de vous assurer que les informations confidentielles soient pas, sortent pas de l'organisation et à des tierces parties qui permettent d'identifier quelqu'un. Je Mhm. dirais que ça, c'est votre devoir d'organisation. Donc, vous avez l'obligation de former vos employés aussi par rapport à l'utilisation de l'information. Fait que j'imagine que vous l'avez fait, mais vous avez quand même des obligations, je dirais plus de gouvernance et de formation avec vos employés. Fait que c'est un peu ce que je vous dirais, mais euh, faites attention Dans aussi. ce cas-ci, par exemple, un cellulaire personnel avec les courriels d'entreprise, le Teams et tout ça, je comprends qu'on trimballe le bureau à la maison aussi. Ouais. Il y a une façon indirecte là, de jamais vraiment arrêter de travailler. Il y a quelque chose d'un peu intrusif. Qu'est-ce que tu en penses? Mais la loi 25, c'est basé sur la capacité d'identifier une personne. Tu sais, fait que si c'est un courriel d'un client, un tel, puis il n'y a pas de nom, de date de naissance ou quelque chose, c'est une autre chose. Fait Mhm. que la loi 25, c'est toujours au niveau de est-ce que je suis capable d'identifier Michael Grégoire parce qu'il y a un courriel, puis je me suis fait voler mes informations. C'est vraiment toujours dans ce sens-là. Mhm. Mais comme je vous dis, vous avez besoin d'un cadre de gouvernance sur comment vous voulez utiliser vos données, comment elles sont protégées. Puis je vous conseille toujours d'envoyer le moins de choses par courriel qui est sensible, puis minimalement des mots de passe, des choses jusqu'à un certain point, là. Mais les informations vraiment confidentielles, privées, je déconseille fortement d'envoyer des choses par courriel. Vraiment, vraiment, vraiment. Ou sinon, ça prend une méthodologie ou un travail qui a vraiment des mots de passe, quelque chose qui peut protéger là-dessus. Euh, Puis ça, si vous avez en ressources humaines, vous êtes membre de l'ordre, normalement, vous avez des formations là-dessus. Puis si vous faites auditer, ils vont vous dire la même chose. C'est des courriels, et je vous conseille fortement de ne pas mettre d'informations sensibles. Surtout s'il n'y a pas de mot de passe, là, vous mettez date de naissance, nom de quelqu'un par courriel. Ça, c'est excessivement dangereux. Puis ça, si l'information, vous faites hacker ou quelque chose, ben là, vous êtes responsable. Puis l'entreprise est responsable. Fait que vous êtes responsable de votre employé. Fait que faites très, très, très attention à l'information qui est envoyée Mhm. là-dessus. Euh,
je vais passer quand même à un autre point. Donc, quand même rapidement, bon, la gestion de RSE, DEI, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, équité, diversité, inclusion, encore là, très important, 2024, 2025, au niveau de vos développements d'embauche, mettez des initiatives au niveau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, au niveau du recrutement, pour avoir des politiques, des stratégies en place, formation, sensibilisation, super important. Les gens disent, ils n'en tiennent pas compte, mais vous devez former vos gens, bien comprendre c'est quoi le DI. Puis c'est quelque chose souvent que les, les candidats regardent beaucoup, c'est quoi votre implication dans ce sens-là, parce que l'équité, c'est une valeur quand même assez fondamentale. Donc, c'est important de bien travailler ce réseau-là. Puis c'est encore plus, je dirais, avec les nouvelles générations, on rentre encore dans ce cadre-là, c'est super important. Puis, il y a des certifications, vous pouvez même recevoir, je pense, je ne sais plus c'est quoi, mais pour recevoir un certificat de, bon, vous êtes EDI Proof ou quelque chose, ou si vous avez un tag d'employeur XYZ. Donc, la marque employeur, c'est super important. Même chose pour la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Votre marque employeur, attirer les talents, faire pas le carbone. C'est quoi vos pratiques au bureau? Qu'est-ce que vous faites là, au niveau du recyclage au bureau? Peu importe. Là. Vous devez avoir une politique des produits. Ça va dans votre ADN d'organisation. Si ça n'est pas, commencez quelque part. Donc, mettez des politiques en ce sens-là. Puis, pas souvent, moi, ça arrive souvent que les candidats posent des questions sur OK, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'EDI? Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre responsabilité sociétale? Puis ça a une valeur ajoutée. Les gens beaucoup de candidats vont voir les organisations qui collent à leurs valeurs. Mhm. Donc, ça n'a pas négligé. Puis, continuer à mettre l'accent là-dessus. Le RH aujourd'hui, c'est du RH marketing pour attirer les gens. Donc, ça fait partie de votre stratégie d'attirer les talents. La chose qui est importante, c'est bien beau écrire des choses, mais si vous ne le faites pas, ça fait l'effet inverse. Puis, c'est quasiment pire d'écrire des choses et de ne pas le faire. Parce qu'après ça, votre réputation peut, peut en toucher. Puis là, vous allez Mhm. avoir des Google reviews pas très intéressants. Fait que, tout cadre là-dessus, très important. Puis Fonction RH, oui. à quel point les entreprises au Québec sont avancées dans le domaine de l'EDI? Est-ce que tu Euh, constates qu'il y a un gros écart par rapport à ce qui se fait ailleurs? non, on est quand même pas pire. Je dirais que les grandes organisations qui ont plus de budget, qui ont peut-être plus de ressources, je dirais qu'ils ont une avance. Pour les PME, ça va dépendre vraiment comment que l'organisation est faite. C'est quand même beaucoup de travail à mettre des plans, tu sais, des stratégiques Mhm. en place. Tu sais, si vous êtes une petite PME, puis vous êtes deux en ressources humaines, une personne en ressources humaines, probablement vous êtes toujours en train d'éteindre des feux. Là. Tu sais, fait que ce que je conseille, c'est de développer peut-être des stratégies dans une équipe multidisciplinaire dans ce sens-là, mais c'est sûr que je vois que les grandes organisations, parce qu'elles sont plus visibles aussi, sont un peu plus avancées dans ce sens-là. Mais des fois, vous trouvez des joyaux. Puis, encore là, tout va partir d'en haut. Si vous avez la haute direction, les actionnaires qui croient en ça, ben, ils vont même vous pousser. Ça ne sera pas vous qui va demander il faut faire ça. C'est eux qui vont dire hey, il faut travailler ces dossiers-là. Donc, ça dépend de votre contexte, comment vous êtes. Mais je dirais que attirer des talents, je dirais que vous devez mettre quelque chose en place, c'est sûr. Commencer par des petits pas, ça, je dis, là, des petits pas, avant de prendre une grande bouchée, là. Fait qu'au moins de mettre quelque chose en place dans ce sens-là. Fonction RH, il y a beaucoup de gens au niveau des ressources humaines ici. Euh, Ce que je vois avec 2024 et 2025, les RH vont vraiment changer vers une position un peu plus stratégique qu'administrative. Évidemment, l'IA va prendre en charge, et il fait déjà beaucoup de tâches beaucoup plus cléricales. Donc, je dirais que le RH stratégique va prédominer un peu votre fonction. Quand on parle de recrutement, expérience employée, proactivité, c'est vraiment de vous assurer que vous avez une vue d'ensemble de votre organisation et capable de prendre des décisions, même du recrutement, pas juste pour le poste, mais capable d'avoir une vision un peu plus globale de l'organisation. J'embauche cette personne-là parce que je vois cette personne-là, vous êtes capable d'avoir un plan de match dans un an, dans 2 ans. Je vois vraiment les gens en ressources humaines d'être vraiment, de se développer. J'espère que votre organisation va vous permettre de le faire, mais vraiment d'être un partenaire d'affaires qui englobe pas juste les ressources humaines, mais vraiment, les ressources humaines englobent toute l'organisation dans toutes les sphères. Donc, vraiment d'être un partenaire stratégique dans plusieurs discussions. Et ce que je vois, c'est que ça s'enligne vers ça, parce qu'à un moment donné, tout ce qui est les tâches administratives, ça va se faire presque automatiquement là, Mhm. là-dessus. Fait
Sur les conseils que je fais au niveau des gens en ressources humaines, développer votre, en anglais, du business acumen, votre pensée stratégique au niveau des ressources humaines, comprendre la business un peu plus. Puis les ressources humaines vont rajouter de la valeur ajoutée à l'organisation, être capable d'arriver à un point. Euh, pas juste faire du recrutement, expérience employée, c'est vraiment être proactif puis d'être au cœur de la business. Là. C'est vraiment là que je vois qu'il y a un chiffre là, qui s'en ligne là, dans les prochaines années. Voilà. Euh, j'ai rajouté ça aussi, gestion de talent intergénérationnel. Euh, ça n'arrive pas souvent, mais on a 4 générations qui travaillent en même temps. Les baby boomers, parce que oui, il en reste encore, ils travaillent encore. Et je dirais même, même la notion de retraite, je dirais que ça existe presque plus. Il y en a même qui continuent à travailler, puis c'est une bonne chose, une pénurie de main-d'œuvre. On a même les Z qui ont commencé à rentrer dans le milieu du travail. Fait comment, je dirais que des défis cette année, l'année prochaine, c'est vraiment comment patauger à travers 4 générations dans votre monde du travail. Un, on rentre dans un transfert de connaissances, des plans de carrière individualisés. Donc, on prend vraiment avoir une priorité au niveau des ressources humaines de bien comprendre les aspirations des gens. Baby Boomer n'a pas les mêmes aspirations qu'un Z, qu'un Y, qu'un X dans leur plan de carrière. Fait que souvent, je le dis, il faut vraiment que ça soit individualisé. On ne peut pas mettre toutes bon, 10 personnes, les Z sont là-dedans, ils vont suivre ça, les Y vont suivre ça. Non, non, non. Chaque personne a des aspirations différentes, mais ils ont quand même peut-être des angles différents sur le travail ou sont rendus à un certain point différent que d'autres au niveau de leur carrière. Donc, je dirais que ça va être un gros défi qui s'en vient. Je dirais que la gestion de talent, vraiment, vraiment, on est rendu vraiment à un certain point qu'il faut vraiment bien comprendre les réalités de chacun. Puis transfert de connaissances aussi, ça, je ne dirais jamais assez. Puis souvent, les gens, ah, on fait ça plus tard. Non, non, faut le faire rapidement, avoir des plans de relève. Euh, Plans de relève avec les gens, avec une nouvelle génération qui ont peut-être des idées différentes sur le travail. Mais je dirais que vous avez tout un job à faire cette année, l'année prochaine, peut-être les 2, 3 prochaines années, en ayant 4 générations qui travaillent en même temps. Mhm. Ça va être un défi. Peut-être que vous le vivez déjà. Euh, je dis ça aux ressources humaines. La pire erreur, c'est de prendre pour acquis que chaque génération sont comme ça. Non, non, non. Il y a chaque personne ils ont des aspirations différentes. Fait que, ça, c'est un gros point quand même assez important. Est-ce que tu as des exemples de ce que les RH peuvent faire justement comme tactique ou stratégie pour aider à mieux faire en sorte là, que les générations cohabitent? Ouais, ben, souvent, vous êtes capable de faire des stratégies de mentorat avec des gens qui ont beaucoup d'expérience avec les nouveaux. Tu sais, souvent, on met les gens, prend la formation en ligne, ça va suivre, mais il n'y a rien Mhm. comme collaboration humaine, donc d'être capable de mettre des gens qui ont beaucoup d'expérience avec les nouvelles générations, donc de faire un transfert de connaissances, pas seulement par rapport à, comme je dis, des outils informatiques. Souvent, je vois des compagnies, ah, votre formation 2 semaines en ligne, merci, bonsoir. Utilisez votre capital humain. Vous avez, là, je dirais, je conseille fortement de faire des duos, des binômes, peu importe, là, avec vos gens d'expérience. Puis vos gens d'expérience vont se sentir valorisés aussi au sein de l'organisation. Puis ça peut être même un plan de carrière pour eux de faire certains coachings. Mais encore là, attention, c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Il y en a sûrement qui ont beaucoup d'expérience qui veulent rien savoir de ça. Peut-être vous n'avez qu'ils seraient ouverts à ça. Fait que je dirais que c'est un essai à faire. Euh, Ça passe vite, midi 48. Euh, donc, je reviens un peu de la rémunération. Encore là, toutes les études de rémunération sortent cet automne. Et je ne suis pas un spécialiste. Il y a beaucoup de films spécialisés, comme vous connaissez. Ça sort cet automne, normalement, les chiffres et tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je ressens présentement, c'est qu'il y a une petite pause sur le marché de l'emploi. Ça bouge, mais je dirais que avec l'économie qui a été un peu plus statique, là, je dirais, dans la dernière année, euh, le marché est quand même assez un peu particulier. La chose que je veux vous dire, c'est que vous avez sûrement déjà entendu parler de la grande démission. Donc, pendant la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Là, j'ai lu une étude dernièrement sur le grand regret. Donc, il y a une étude sur 2500 personnes. 72% ont regretté d'être partis, puis 47% ont tenté de récupérer leur ancien emploi. Fait que je ne sais pas si vous avez vécu ça. euh, parce que c'est tellement facile de trouver un emploi aujourd'hui, mais c'est tellement facile de prendre des mauvaises décisions aussi.
Hmm. Donc, on voit quand même un certain chiffre. Je dirais c'est peut-être même plus difficile aujourd'hui d'aller faire du recrutement, d'aller prendre un employé de votre compétiteur. Je dirais que les gens font peut-être un peu plus attention avec l'économie. Cette année, je vois que c'est peut-être un peu plus difficile dans ce sens-là. Par contre, ce que je pense, c'est que d'ici 12 à 18 mois, dans 12 à 18 mois, on va revenir dans une situation de pénurie de main-d'œuvre comme qu'on était avant la COVID. Si l'économie, puis encore là, je suis pas économiste, mais si ça s'enligne vers comment ça s'enligne, probablement qu'on va revenir à un point un peu plus difficile peut-être au niveau de la main-d'œuvre. Encore là, ça se peut que vous viviez déjà une pénurie de main-d'œuvre qui est difficile, mais j'ai vu quelques organisations, bizarrement, cette année, c'est un peu plus facile, il y a plus de choix de candidats. Mais je dirais que depuis un an et demi, on va revenir au même problème qu'on a tous vécu avant la pandémie et qui a encore accentué la pénurie de main-d'œuvre. Euh, c'est un peu les estimés selon certains spécialistes aussi. Donc, c'est important de proposer une PVQ, proposition de valeur employée, donc trouver des stratégies de fidélisation, culture d'entreprise, politique CTF, c'est travail famille, conciliation travail-famille. Il faut que l'offre soit attrayante. Comme je disais tantôt, le RH, c'est du marketing, c'est pas juste l'administratif. Donc, c'est comment offrir une certaine valeur aux candidats que vous allez venir. Euh, c'est les salaires. Je pense, ouais, j'ai mis un tableau. Ça, c'est mon ordre professionnel, c'est RHA. Donc, j'ai eu 2024, les prévisions 3,7. L'année passée, c'était 4,1, ça tombait à 3,5. Euh, je ne sais pas combien vous avez donné cette année. Mon PIF me dit peut-être autour de 3%. Comment ça va s'aligner après ça? Avec l'économie qui est un peu plus difficile, je ne sais pas comment que ça va 2025. J'ai l'impression que ça va peut-être un petit peu plus difficile. Bon, difficile dans le sens que je ne m'attends pas à avoir du 4% justement de salaire. Encore là, chaque milieu est différent, chaque contexte est différent. Mais on voit une certaine tangente que ça ralentit un peu là, depuis la COVID. L'inflation est rendue, c'est quoi, 2,7, Nickel, dans ces eaux-là. Hmm. Donc, on n'est plus à du 6 ou 7. Puis, souvent, je donne des chiffres. Vous vous rappelez, 2020, les prévisions étaient 2,7. Derrière, est tombé 7,8. L'IPC était 0,8. Ça, la pandémie, ça, souvent, les gens l'oublient cette année-là. Fait qu'ils disent, ah, ben là, vous ne payez pas pour l'inflation. Ouais, mais 2020 existe. Je suis pas Hmm. coach, je suis pas coach. Je veux juste dire, les chiffres sont là. Ça ressemble un peu à ça. À quoi ça va ressembler cet automne? Je ne sais pas. Il y a eu quand même il y a eu des mises à pied, beaucoup de restructuration au sein des organisations. Où est-ce qu'on va être cet automne? Peut-être que il va peut-être un petit ralentissement. Je ne sais pas. Savoir. Euh, Par contre, la pénurie de main-d'œuvre va repartir d'ici 12 à 18 mois. Fait que il y a peut-être une année un peu plus tranquille cette année. Mais encore là, j'ai pas de boule de cristal, mais puis l'inflation ralentit, fait que ça suit un petit peu. C'est à voir, c'est à voir. Hmm. Donc, il a quand même laissé un beau 8 minutes de questions. C'est vraiment une vision macro, globale des certaines tendances. Donc, les RH doivent être flexibles, innovantes, stratégiques pour s'adapter aux nouvelles réalités du travail. Les technologies, le bien-être des employés, l'initiative, tout ça, vraiment, là, ce que je veux vous retenir, c'est l'intelligence artificielle existe, c'est là, vous devez avoir un plan de match 2024, 2025. Le bien-être des employés, très important. Peut-être revoir un peu vos stratégies. Peut-être revoir un peu qu'est-ce que vous avez mis en place. Est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée? Est-ce que ça a vraiment eu un impact? Euh, Modèle de travail, je m'attends à ce qu'il y ait un équilibre qui va se cristalliser vers la fin de l'année, 2, 3 jours peut-être. Euh, Puis travailler votre RH au niveau stratégique. Je dirais que c'est vraiment là qu'on s'enligne les ressources vont devenir stratégiques et un peu moins administratifs. C'est son vers ça. Fait que si vous avez des employés en ressources humaines qui font beaucoup d'administration, ben, avoir des formations aussi en ce sens-là, ça pourrait aider là, dans ce sens-là. Fait que, quand même assez rapide. C'est pas mal toute ma présentation. Fait que je Super, suis à mais vos questions. merci beaucoup. C'est un beau tour d'horizon. J'ai pas mal posé les questions là, qu'elles venaient pendant la présentation. J'aimerais Ouais. juste revenir sur le fait que tu mentionnais là, que les RH sont devenus marketing. Qu'est-ce Ouais. que tu veux dire par là? En fait, euh, vous avez des organisations. Votre meilleur recruteur dans votre organisation, là, ça va être celui qui va être capable d'attirer les gens. Dans le sens, c'est votre offre marketing, c'est qu'il faut attirer les gens. C'est pas juste l'offre d'emploi. Quand vous faites vos entrevues, quand vous faites vos sélections, votre ressource humaine doit avoir une capacité quand même d'attirer les gens dans votre organisation et livrer la promesse. Encore là, ces deux bouts-là sont très importants, Mhm. mais vous devez être capable.
travaillez main dans la main avec votre département marketing, que ce soit du Facebook, Instagram, ou je ne sais pas quoi, comme plateforme. Euh, je dirais que le RH marketing, on est rendu là. On peut pas juste faire du RH, je vais afficher un poste, puis je reviens dans 2 semaines, je regarde les CV. Vous devez vraiment amener la marque employeur à un autre niveau. Souvent, les ressources humaines, des fois, il y en a qui sont très bons en marketing, d'autres, c'est pas leur panacée, mais vous avez peut-être des gens en marketing qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Fait que vous êtes vraiment dans ce cadre-là, puis en pénurie de main-d'œuvre, c'est comment attirer l'employé, pourquoi que l'employé vient de travailler avec moi? Puis souvent, c'est, vous savez, vous avez passé votre travailleur, c'est votre premier contact avec le recruteur, avec la personne. Des fois, vous le sentez tout de suite. Fait que souvent, je donne des conseils aux entreprises. Mettez votre meilleur recruteur, celui qui a une facilité avec les gens, en entrevue, pour garder un certain momentum aussi avec les candidats. Fait que c'est un peu ça, je dis. Le marketing, c'est Hmm. vraiment ça. C'est des capacités de vendre l'entreprise du bon côté. En fait, je dis la vérité là, sur l'entreprise. Là. Souvent, des Tout à fois, c'est fait. Mais c'est une opération séduction, là, une bref. opération de séduction. Tu sais, c'est ça. Tu ne vas pas te lever le lendemain matin et dire dans quoi j'ai embarqué. Puis tantôt, quand je parlais Hmm. du grand regret, beaucoup de gens ont, justement, il y a eu des fausses promesses, sûrement qui ont regretté, se sont fait promettre des choses, finalement, c'était pas ça. Donc, je dirais que c'est ça. Opération séduction. Steve Harrison, merci beaucoup pour ton temps. Pratique RH entre obligations légales et bon sens. Le RH 101, c'est le cours que tu donnes. Il y a des formations. C'est une formation sur 2 jours, hein, Steve, si je ne me Ouais, trompe pas. En juillet, en septembre, en novembre, février. Bref, rendez-vous sur le technologia.com pour toutes les informations. La prochaine session, le 5 et 12 juillet. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve, nous, la semaine prochaine avec l'expert Sébastien Leblanc qui nous parle de comment bien communiquer par courriel et par clavardage. Qu'est-ce qu'on devrait écrire sur Teams par rapport à ce qu'on devrait... est-ce qu'on devrait prendre le téléphone plutôt qu'envoyer un courriel? Bref, toutes ces questions-là, on se les pose tous. Alors, manquez pas ça. La semaine prochaine, donc mercredi prochain, dès midi, rendez-vous sur le technologia.com pour vous inscrire. Encore une fois, Steve, merci beaucoup et merci. bon Merci à toi. après-midi à tout le monde. Merci, bonne journée. Bye bye.